C'est dans une ambiance électrique riche en sons et en couleurs des partis politiques et autres que la campagne électorale du double scrutin du 29 avril prochain a démarré sur l'ensemble du territoire national. En effet, depuis samedi dernier, plusieurs caravanes des différents partis politiques parcourent les artères de la ville de Lomé et des villes de l'intérieur du pays. Durant 2 semaines, caravanes, meetings, animations, porte-à-porte et autres permettront aux partis politiques et aux candidats d'aller à la rencontre des populations et solliciter leur voix. Depuis samedi jusqu'à ce jour, l'on constate que les opérations de charme de ces différents candidats se déroulent dans un climat bon enfant, sans provocation majeure ou aucune. Pour rappel, près de 2500 candidats sont en lice pour une place à l'hémicycle, tandis que 284 listes de candidats ont été retenues pour l'élection des conseillers régionaux. Le rapport semestriel de la Banque mondiale sur les économies africaines est disponible. Selon les enquêtes menées par la Banque mondiale, l'économie en Afrique subsaharienne va connaître un rebond. Un rebond qui sera soutenu par l'augmentation de la consommation privée et la baisse de l'inflation. Le rapport prévoit que cette croissance s'accélérera, passant d'un creux de 2,6% en 2023 à 3,4% en 2024. Cependant, la reprise restera fragile en raison de l'incertitude de la conjoncture économique mondiale, de l'augmentation du service de la dette, des catastrophes climatiques fréquentes et de l'escalade des conflits et de la violence. Au Togo, les prévisions de la Banque mondiale sont globalement plus positives. Le taux de croissance devrait ralentir légèrement pour atteindre 5,1% en cette année 2024 sous l'effet des efforts d'assainissement budgétaire, de la faiblesse de la demande extérieure et de l'incertitude régionale. Quant à l'inflation, les autorités publiques espèrent une poursuite de la tendance baissière amorcée depuis l'an dernier. Depuis 2020, le Togo s'est lancé dans la lutte contre la pratique du commerce illicite et la contrebande. Le pays avait mis en place un système automatisé de marquage SAM afin de combattre toutes les pratiques commerciales illégales. La commission mise en place à l'époque pour effectuer l'opération bénéficie depuis la semaine dernière d'un autre comité technique. Ce nouveau comité sera désormais chargé de la mise en œuvre de la solution automatisée de marquage. Sa mission est de lutter contre les fausses déclarations et la concurrence déloyale. Composé d'experts de l'Office togolais des recettes OTR et du ministère du Commerce, le comité a aussi pour objectif principal de promouvoir l'économie légitime, sans oublier de veiller sur la santé de la population en lui évitant de consommer des produits falsifiés, fabriqués hors normes. Pour rappel, le système automatisé de marquage des produits est une solution de suivi et de traçabilité à l'aide des timbres sécurisés pour lutter contre les pratiques illicites, la contrebande, les contrefaçons et de protéger les consommateurs et les industries légitimes. Selon l'OTR, le manque à gagner dû au commerce illicite et à la contrebande s'élève chaque année à près de 15 milliards de francs CFA. Le premier vice-président de l'Union des forces de changement, UFC, n'est plus. Maître Jean-Claude Romao est décédé dans la nuit du dimanche 14 avril. Le premier vice-président de l'UFC s'en est allé après une période de courte maladie. Il est mort dans un hôpital à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux environs de 2 heures. L'information de son décès a été annoncée par Emmanuel Vivien Tomi, deuxième porte-parole de l'Union des forces de changement. Maître Jean-Claude Romao fut conseiller du président national et du bureau directeur, actuel vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il fut également ancien ambassadeur du Togo au Congo. Cette perte pour l'UFC survient un jour après le début des campagnes pour les élections législatives et régionales. Maître Jean-Claude Romao ne connaîtra pas les résultats de son parti. Briser le silence qui entoure le conflit soudanais, c'est le maître mot de la conférence humanitaire qui s'est ouverte lundi sur le Soudan à Paris.
Depuis un an, le Soudan vit une guerre civile aux conséquences dramatiques. Parce que la première chose à faire est de nous assurer que le Soudan n'est pas oublié. Aujourd'hui, des personnes dans cette situation d'urgence sont presque complètement invisibles. D'autres crises dévastatrices défraient la chronique ailleurs dans le monde. Un an après le début de la guerre, le Soudan est en état d'effondrement. Le pays est devenu l'une des pires catastrophes humanitaires jamais enregistrées sur le continent. Depuis un an, la conférence de Paris a pour but de mobiliser plus d'1 milliard d'euros et des médiations pour mettre fin au conflit. Merci beaucoup. D'abord, notre premier objectif est de mobiliser les financements humanitaires. Il y a une urgence car le plan de réponse des Nations Unies n'est pas financé. Il n'est financé qu'à 5% aujourd'hui parce que notamment les accès humanitaires sont trop souvent entravés. La tâche d'ailleurs est colossale. Si je donne quelques chiffres de cette crise, nous avons 27 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population qui ont besoin aujourd'hui d'aide humanitaire. Au moins 37% de la population est exposée à la famine selon l'ONU et environ 230 000 enfants et femmes enceintes pourraient bientôt succomber à la malnutrition selon Save the Children. L'agence de lutte contre la corruption du Nigeria a récupéré près de 30 millions de dollars suite à une enquête sur des allégations de fraude au sein du ministère chargé de la lutte contre la pauvreté. Depuis janvier, Betta Edu, ministre des Affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté, a été suspendu moins de 6 mois après sa nomination par le président Bola Tinubu. Arrivé au pouvoir l'année dernière, le chef d'État avait fait la promesse de relancer la croissance et lutter contre la corruption. L'enquête, qui est toujours en cours, a révélé une utilisation abusive potentielle des fonds liés au Covid-19, un prêt de la Banque mondiale et de l'argent récupéré auprès de l'ancien président Sani Abacha et alloué au ministère chargé des programmes de réduction de la pauvreté dans le pays. Les inondations en Tanzanie ont tué 58 personnes au cours des 2 dernières semaines. Les infrastructures ont été endommagées et le gouvernement a invité les personnes vivant dans les zones inondables à déménager. Dans la région côtière du pays, plus de 128 000 personnes ont été touchées de plein fouet par les fortes averses. Pour protéger sa population, la Tanzanie prévoit de construire 14 barrages pour prévenir les inondations à l'avenir. D'autres mesures ont également été prises par le gouvernement. Le porte-parole a déclaré dimanche que des produits de première nécessité, notamment de la nourriture, ont été distribués aux personnes touchées. L'Afrique de l'Est connaît actuellement des épisodes de crues qui font des ravages. Des inondations ont été signalées au Kenya où les averses ont fait au moins 13 victimes à ce jour. Selon l'autorité météorologique tanzanienne, les fortes pluies pourraient durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Des militants accompagnés de proches des victimes de l'enlèvement des lycéennes de Chibok étaient rassemblés dimanche à Lagos pour réitérer leurs appels à la libération des filles, toujours détenues. La réunion a été organisée le 14 avril pour marquer le 10e anniversaire de cet enlèvement qui a touché 276 lycéennes, suscitant une indignation mondiale en 2014. Je demande au gouvernement de trouver un moyen de libérer nos sœurs, car je sais que seules les autorités peuvent agir pour nous aider à ramener ces filles. Il faut qu'elles restent calmes, qu'elles restent fortes et continuent d'attendre, car un jour, elles seront libérées comme nous. Alors que certaines filles se sont échappées seules, d'autres ont été libérées grâce à des campagnes menées par des organisations de la société civile et des négociations gouvernementales. Pourtant, les militants exigent encore plus d'action de la part des autorités. Nous saluons le fait que des filles se soient échappées lors de l'enlèvement, ainsi que les efforts du gouvernement pour en ramener davantage. Cependant, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Nous espérions que l'élan observé pour leur retour sous l'administration Buhari entre 2016 et 2017 serait maintenu et que les filles restantes seraient également secourues.
Les enlèvements massifs d'écoliers au Nigeria ont continué presque sans relâche depuis Chibok. Amnesty International rapporte que depuis 2014, environ 1700 élèves ont été enlevés. Pour Opeyemi Adomolekun du mouvement Bring Back Our Girls, cette situation est exacerbée par un relâchement du gouvernement. Malheureusement, la situation est devenue politique entre 2014 et 2015, car une partie de l'impulsion du mouvement était liée à la campagne présidentielle de 2015. Nous avons vu l'impact du premier groupe de 21 filles, libérées avec l'assistance de la Croix-Rouge et du gouvernement suisse, ainsi que du deuxième groupe de 82 filles. Mais il est regrettable de constater que cette dynamique s'est affaiblie, car le gouvernement ne semble plus ressentir autant de pression qu'auparavant. Selon la fondation Murtala Mohamed qui milite pour les lycéennes de Chibok, environ 90 filles sont toujours en captivité. Parallèlement, des dizaines de lycéennes ayant regagné leur liberté vivent dans un camp de réhabilitation aux côtés de leurs époux, des combattants de Boko Haram. À un pas du palais royal trône fièrement le nouveau musée Bamoun, un musée où le visiteur se plonge dans une collection riche et variée de plus de 10 000 pièces, souvent des objets d'art centenaires. Les amateurs d'art et les passionnés de la culture Bamoun ont assisté à l'inauguration de ce musée dont l'architecture allie à la fois du traditionnel et de la modernité. C'est le roi des Bamoun, Nabil Bombondjoya, et le ministre de la Culture qui ont procédé à la coupure du ruban symbolique. J'ai eu le privilège de visiter et à l'intérieur, il n'y a pas que la culture de l'Ouest, il n'y a pas que la culture Bamoun. J'ai reconnu la culture de la forêt, c'est-à-dire le Cameroun forestier méridional, les régions du centre, de l'Est et du Sud. J'ai reconnu la culture patrimoniale de l'eau, la culture patrimoniale des hauts plateaux, la culture patrimoniale du septentrion. Donc, voici au moins un lieu idéal où on peut venir se ressourcer si on serait en quête de ressourcement relativement à la culture patrimoniale camerounaise. Le musée royal, situé dans la ville de Fumban, retrace l'histoire d'un peuple. Le peuple Bamoun, l'un des royaumes les plus vieux d'Afrique noire, dont les historiens situent la création dans les années 1394. Voilà, donc dans le musée, on peut trouver des objets précieux, on peut trouver des trônes de rois, on peut trouver des fauteuils de rois. Bref, vous pouvez trouver tout ce qui concerne la dynastie Bamoun, de la première descendance jusqu'à la descendance actuelle. Ce patrimoine qu'on transmet aux futures générations. Donc ça représente pour les Bamoun la réalisation et la matérialisation de leur culture, et pour le peuple camerounais, une partie de l'histoire du peuple camerounais. La ville de Fumban est l'une des destinations les plus convoitées du Cameroun. Les artisans qui vivent de leur art espèrent que l'inauguration de ce musée royal attirera plus de touristes qui seront intéressés par leurs œuvres d'art.